Revenu universel, vous dites, notamment avec la crise de la Covid, avec le choc que l'on connaît, et même ce deuxième choc, vous dites le temps du revenu universel est venu, et comme je le disais, il y a beaucoup d'économistes, y compris des très libéraux, qui se disent c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Vous portez ça, je m'en souviens, lorsque vous étiez donc candidat à l'élection présidentielle, vous avez parlé de ça, tout le monde s'est dit, Benoît Hamon, il est fou, il n'est même pas de gauche ni d'extrême gauche, c'est encore plus loin. Mais aujourd'hui, on se demande si avec la révolution technologique, digitale, il n'y a pas tellement de gens qui vont se retrouver sur le carreau qu'il faudra trouver une solution. Bref, le temps du revenu universel est venu ? Je crois que ce temps-là est venu. Je ne sais pas si ce seront dans les prochaines années que les premiers pays adopteront le principe d'un revenu universel, mais pour la France, qui m'a servi d'exemple à travers les modèles sociaux qu'elle a su construire. En fait, le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle, il faut se souvenir de ce qu'a été l'effort économique pour la France de la création de l'assurance maladie, d'un système de retraite après-guerre. Quand aujourd'hui on se pose la question de quel effort faudrait-il en matière de redistribution des richesses pour créer le revenu universel, sachez par exemple, je regardais les débats qui étaient ceux de l'Assemblée nationale au moment de la création de la sécurité sociale. 3 ans après la création de la sécurité sociale, l'effort pour la nation est de 11% du PIB. C'est donc, on est dans un pays qui était pourtant, avait été bien abîmé. Alors il y a eu le plan Marshall, va-t-on me dire, mais bon, il y avait eu, moralement, il y avait eu la collaboration, l'outil industriel était à plat, les ouvriers revenaient du STO ou des camps de prisonniers, donc c'était difficile. Donc, je pense que, oui, cette question-là, en tout cas, on doit la traiter sérieusement. Alors, vous avez évoqué la révolution numérique. Juste avant, quand on dit revenu universel, c'est revenu universel... Universel, inconditionnel, individuel. Toute personne n'a le droit de la naissance à la mort. Le débat après, c'est quel est le montant et le financement. De la naissance à la mort ou juste un premier temps. J'ai pas jusqu'à rentrer dans la vie active, par exemple. Alors, on pourrait imaginer. Alors ensuite, on peut imaginer une chronologie. Mais le principe du revenu universel, en tout cas tel qu'il avait été pensé et philosophiquement, le premier à le poser vraiment sérieusement sur la table, c'est un homme qui aura partagé son temps entre Thomas Paine, entre la révolution américaine et la révolution française, et philosophiquement il pose un principe qui est intéressant et qui est toujours valable. Il dit, et par exemple un économiste français l'avait fait ce travail, il dit dans le PIB, ou en tout cas à l'époque on disait pas PIB, mais dans la richesse créée, il y a la part de la richesse que nous créons nous-mêmes, à travers notre propre activité, puis à celle qui est liée à la somme des innovations et au génie de nos ancêtres, de ceux qui sont passés avant nous. Et cet héritage, Thomas Paine parlait de l'héritage de la création, il était chrétien, mais cet héritage collectif, il revient de le partager entre tous, parce que rien ne justifie qu'une minorité s'accapare l'héritage de ceux qui nous ont précédés. Il y avait un économiste français, partisan du revenu universel, qui avait évalué cette richesse en France, maintenant qu'on a des outils pour la mesurer, à 14% du PIB. Et rien que si on considérait que ce bien est un bien commun, la répartition de ce bien commun-là permettrait de financer un revenu universel entre 500 et 600 euros par personne pour ce qui est de la France aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut partir, me semble-t-il, sur une mesure comme celle-là, pas simplement de la transformation de nos modèles de développement, de la révolution numérique, de la manière dont le travail lui aussi mute, mais aussi, je crois, il faut lui donner des fondements philosophiques, parce que il me semble aujourd'hui que dans le débat politique, qui est un débat dur, âpre, et on le voit aux États-Unis, on le voit en France, j'ai pas envie, en tout cas j'espère que d'autres comme moi n'auront pas envie de proposer finalement aux nouvelles générations d'avoir à choisir entre différentes formes de fin du monde, quoi. Qui est quand même un peu la tendance aujourd'hui, avec des discours très dystopiques, très apocalyptiques. Et l'intérêt du revenu universel, c'est qu'il trouve sa source philosophique dans des combats qui sont des combats bien plus anciens que nous, dans une manière de penser le monde qui me semble être assez positive, et qui est de se dire, bon, écoutez, sur la richesse qu'on produit nous, eh bien que le rapport de force s'organise entre le capital, le travail, que les négociations s'opèrent, mais si on se mettait d'accord pour dire que nous ne venons pas de nulle part, que quand nous naissons riches de tout ce qui a été fait avant nous, et que cela pourrait justifier d'un partage sous la forme d'un revenu universel, individuel et inconditionnel. Alors, inconditionnel, individuel, ça on comprend, parce que on peut se poser la question, je vous disais, est-ce que c'est pour tout le monde, à tout âge, ou
comme certains qui reprennent votre idée, Benoît Hamon, de revenu universel, disent, mais après tout, ça peut peut-être être limité. Il y en a même d'autres qui disent, on peut avoir une espèce de bagage financier qu'on vous donne à 18 ans et qui vous conduit et qui vous lance dans la vie. Alors c'est ce qu'on appelle un capital d'émancipation. Moi je suis très pour, c'est d'ailleurs une proposition que j'intègre à mon travail sur le revenu universel, qui serait de dire... Écoutez, si on fait un revenu universel et qu'on le fait de la naissance à la mort, entre 0 et 18 ans, on peut considérer que chaque personne, donc mineur, reçoit 300 € qui seraient fractionnés de la manière suivante. 200 € qui vont aux parents en remplacement, par enfant, en remplacement des allocations familiales, ce qui serait donc une manière de financer d'ailleurs ce revenu universel donné aux enfants, et 100 € qui seraient immobilisés dans un compte dont on peut imaginer qu'il serait géré par la Caisse des dépôts et des consignations, comme elle le fait déjà pour les enfants artistes, par exemple, et disponible le jour des 18 ans, sous la forme d'un capital d'émancipation. J'ai, le jour de mes 18 ans, la possibilité de disposer de ce capital pour me former, pour aider à la création d'une entreprise, pour acquérir un logement, que sais-je encore. Mais effectivement, ça fait sens et ce serait une autre manière aussi de concevoir le moment où on se lance dans la vie, quand on sait aujourd'hui qu'entre 18 et 25 ans, en France, à la différence de beaucoup d'autres pays, beaucoup basculent immédiatement dans la pauvreté. Et puis aujourd'hui, où le Secours catholique nous annonce, qui devrait être, à mon avis, faudrait faire la une de tous les journaux télévisés, que 10 millions de Français basculent dans la pauvreté. C'est l'équivalent de la population totale du Portugal ou de la Suède. 10 millions de Français pauvres. C'est vertigineux quand on sait la somme des souffrances qu'il y a derrière tout ça et le nombre d'enfants qu'il y a justement derrière tout ça. Mais oui, on peut imaginer que le revenu universel, une composante de celui-ci, aille à la constitution de ce capital d'émancipation au moment des 18 ans.